Entre 1837 et 1842, dans une région isolée de la Louisiane, les sages-femmes commencèrent à remarquer quelque chose d'impossible. Des enfants naissaient dans les quartiers des esclaves, avec des cheveux d'or pâle et des yeux bleus comme le ciel d'hiver. Un enfant, puis 2, puis 5, puis 10. Tous différentes mères, tous le même père invisible. Et personne n'osait prononcer son nom à voix haute. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire doit être entendue. La Louisiane des années 1830 était un territoire de contradictions brutales. Depuis l'achat par les États-Unis en 1803, cette ancienne colonie française avait conservé ses particularités. Le Code noir hérité de la France, un système de caste complexe basé sur les fractions de sang africains, et une société créole qui reconnaissait des nuances que le reste du Sud-Américain refusait de voir. Les gens libres de couleur possédaient des propriétés, certains possédaient même des esclaves. Les planteurs français et espagnols avaient créé un monde où les règles étaient à la fois plus rigides et plus perméables qu'ailleurs. Dans la paroisse de Saint-Laurent, à environ 70 km au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans, s'étendait une région de bayous et de terres fertiles où le coton régnait en maître absolu. Les plantations s'étalaient le long d'un affluent paresseux du Mississippi, séparé par des forêts de cyprès où la mousse espagnole pendait comme des linceuls gris. La chaleur y était suffocante 6 mois par an, et les moustiques formaient des nuages si denses qu'on pouvait à peine respirer au crépuscule. C'est là que se trouvait la plantation Bellevue, propriété de la famille Duchamp depuis 1789. 3 générations avaient vécu dans la grande maison blanche à colonnes, construite sur une légère élévation pour échapper aux inondations printanières. Derrière la maison principale, disposées en rangées parfaites, s'alignaient les cabanes des esclaves, des structures de bois brut avec des toits de bardeaux, chacune abritant entre 6 et 10 personnes selon les saisons et les naissances. En 1837, la plantation comptait 143 âmes asservies, 72 hommes, 58 femmes, 13 enfants. Le registre était tenu avec une précision méticuleuse dans le bureau du maître, chaque ligne documentant un nom, un âge approximatif, une compétence, une valeur estimée. Ce registre allait devenir le premier témoin silencieux d'une anomalie que personne ne voulait voir. Tout commença avec une naissance, au printemps de 1837. Madeleine, une jeune femme de 19 ans qui travaillait aux cuisines, accoucha d'un fils dans sa cabane par une nuit d'orage. La sage-femme de la plantation, une femme nommée Hortense qui avait mis au monde plus de 200 enfants au cours de ses 50 années, faillit laisser tomber le nouveau-né lorsqu'elle le vit pour la première fois. L'enfant avait la peau claire, d'accord, ce n'était pas inhabituel. Les enfants métis naissaient régulièrement sur les plantations, fruit de violences que tout le monde connaissait mais que personne ne nommait. Mais cet enfant était différent. Sa peau n'était pas café au lait, elle était presque blanche, avec à peine une nuance dorée. Et surtout, il avait des cheveux fins comme de la soie, d'un blond presque blanc. Et lorsqu'il ouvrit les yeux quelques heures après sa naissance, ils étaient d'un bleu profond et clair. Hortense connaissait les règles non dites. Elle enveloppa l'enfant rapidement, le plaça dans les bras tremblants de Madeleine et dit simplement « Cet enfant est à toi. Tu ne dis rien à personne de comment il est. Tu comprends ?» Madeleine hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Mais les secrets ne restent jamais secrets longtemps dans un espace aussi confiné qu'une plantation. En quelques jours, toutes les femmes du quartier des esclaves savaient. Elles venaient voir l'enfant avec des expressions de pitié et de peur mêlées. Certaines chuchotaient des prières, d'autres détournaient simplement le regard. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'est que Madeleine n'avait jamais été vue en compagnie d'un homme blanc. Elle travaillait exclusivement dans les cuisines de la grande maison, sous la supervision directe de Madame Duchamp, une femme sévère qui ne tolérait aucune familiarité entre les domestiques et la famille.
Les cuisines étaient un territoire féminin. Madeleine, 2 autres cuisinières et les servantes qui apportèrent les plats. Les hommes blancs n'y entraient presque jamais. Alors qui était le père? 6 mois plus tard, en automne, une autre femme accoucha. Céleste, 24 ans, qui travaillait au champ. Son enfant, une fille, avait exactement les mêmes caractéristiques. Cheveux blonds, yeux bleus, peau à peine ombrée. Hortense, en voyant le nouveau-né, sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine. Ce n'était plus une anomalie, c'était un motif. Céleste non plus n'avait aucun contact connu avec les hommes blancs. Elle passait ses journées courbée dans les champs de coton, entourée exclusivement d'autres esclaves. Elle dormait dans une cabane avec 7 autres femmes. Ses mouvements étaient comptés, surveillés, documentés. Hortense commença à poser des questions discrètes. Ni Madeleine ni Céleste ne voulaient parler. Quand elle insistait, elles devenaient muettes. Leurs visages se fermaient comme des portes verrouillées. La peur dans leurs yeux était palpable, plus profonde que la simple crainte d'une punition. C'était une terreur qui venait de quelque chose de pire que les coups de fouet. En 1838, 3 autres enfants naquirent avec les mêmes caractéristiques. 3 mères différentes. Toutes jeunes, entre 17 et 26 ans, toutes travaillant dans des secteurs différents de la plantation, toutes incapables ou refusant de nommer le père. Le silence devint une présence vivante dans le quartier des esclaves. Les femmes cessèrent de parler de ces naissances, même entre elles. Quand un nouvel enfant aux cheveux d'or apparaissait, on l'enveloppait rapidement, on le cachait autant que possible. Certaines mères essayaient de teindre les cheveux de leur bébé avec des décoctions de noix, mais rien ne fonctionnait durablement. Les cheveux repoussaient blonds, obstinément blonds. La famille Duchamp vivait dans une ignorance apparente. Armand Duchamp, le maître de Bellevue, était un homme de 42 ans en 1837, réputé pour sa gestion stricte mais relativement moins brutale que certains de ses voisins. Il était marié à Isabelle depuis 20 ans et ils avaient 4 enfants, 3 fils et une fille. La famille entretenait des relations cordiales avec les autres planteurs de la région, assistait aux messes dominicales, organisait des bals 2 fois par an dans la grande maison. Armand passait ses journées à superviser les opérations de la plantation avec son contremaître, un homme blanc du nom de Leblanc, et 2 contremaîtres noirs libres, Jacques et Baptiste, qui géraient directement le travail dans les champs. Il tenait ses registres, calculait ses profits, correspondait avec les marchands de la Nouvelle-Orléans pour la vente du coton. Il semblait n'avoir ni le temps, ni l'inclination pour s'intéresser aux affaires personnelles de ses esclaves. Mais en 1839, quelque chose changea. Un marchand itinérant, un homme du nom de Rousseau qui vendait des outils et des fournitures aux plantations de la région, s'arrêta à Bellevue un après-midi de juin. Pendant que les transactions commerciales se déroulaient dans le bureau d'Armand, Rousseau vit jouer dans la cour derrière les cabanes plusieurs enfants. 2 d'entre eux, un garçon d'environ 2 ans et une fille d'1 an, avaient des cheveux blonds éclatants sous le soleil. Rousseau, qui connaissait les codes raciaux de la Louisiane aussi bien que n'importe qui, fronça les sourcils. Il demanda négligemment à Baptiste, qui l'accompagnait, « Ces enfants là-bas, ce sont des carterons. » Carteron désignait une personne ayant un quart de sang africain, généralement le résultat d'un parent blanc et d'un parent mulâtre. Baptiste répondit avec prudence, « Des enfants de la plantation, monsieur, rien de plus. » Mais Rousseau avait l'œil exercé d'un homme qui avait vu des milliers d'esclaves dans sa vie. Ces enfants n'étaient pas des carterons ordinaires, ils étaient presque blancs. Il ne dit rien de plus ce jour-là, mais lorsqu'il quitta Bellevue, il emporta avec lui une curiosité qui allait germer. 2 mois plus tard, lors d'un dîner chez un planteur voisin, Rousseau mentionna casually ce qu'il avait vu. Duchamp a des enfants étranges dans ses quartiers, des cheveux blonds comme des Scandinaves. Jamais rien vu de tel. La remarque fut accueillie par un silence inconfortable, puis quelqu'un changea rapidement de sujet. Mais le lendemain, un des invités, un planteur nommé Delaporte, se rendit à Bellevue sous prétexte d'affaires. Il demanda à voir les registres de naissance, comme c'était parfois le cas
entre planteurs qui échangeaient ou vendaient des esclaves. Armand, sans se douter de rien, ouvrit ses livres. Delaporte parcourut les entrées des 5 dernières années. 5 enfants nés de mères différentes, tous enregistrés comme « mulâtres clairs » dans la colonne des descriptions physiques, mais aucune mention de père. C'était inhabituel mais pas extraordinaire. Les pères étaient rarement enregistrés officiellement, surtout quand ils étaient en blanc. Ce qui attira l'attention de Delaporte fut autre chose. Les dates de naissance étaient espacées de manière presque régulière. Tous les 6 à 8 mois, un nouvel enfant aux caractéristiques similaires naissait. Et toutes les mères étaient âgées de moins de 26 ans au moment de la conception. Delaporte ne dit rien à Armand. Il repartit avec une idée troublante qui germait dans son esprit. Ce soir-là, il écrivit une lettre à son frère, un avocat à la Nouvelle-Orléans, décrivant ce qu'il avait observé. « Je crois qu'il se passe quelque chose d'inhabituel à Bellevue », écrivit-il. « Quelque chose qui pourrait avoir des implications légales et sociales considérables. » L'année 1840 marqua un tournant. 3 événements convergèrent pour faire émerger ce qui avait été maintenu dans l'ombre. Premièrement, une des mères, une jeune femme nommée Amélie, mourut en couche en février. Son enfant survécut, un garçon aux cheveux d'or pâle. Mais avant de mourir, Amélie, dans son délire de fièvre, prononça des mots que plusieurs femmes présentes entendirent clairement. « Il vient la nuit. Il ouvre la porte sans bruit. On ne peut pas crier, on ne peut pas dire non. Il choisit qui il veut. » Les femmes qui entendirent cela restèrent pétrifiées. Hortense, qui était là, comprit enfin. Ce n'étaient pas plusieurs hommes différents. C'était un seul homme. Un homme qui avait accès à toutes les cabanes, qui pouvait se déplacer librement la nuit, qui était protégé par un pouvoir qui rendait toute résistance impossible. Deuxièmement, en avril, un incident se produisit. Une jeune esclave de 16 ans, récemment transférée d'une plantation voisine, se mit à hurler au milieu de la nuit. Les habitants de sa cabane la trouvèrent recroquevillée dans un coin, tremblante et incohérente. Quand on réussit enfin à la calmer, elle balbutia quelque chose à propos d'une ombre qui était entrée, d'une main sur sa bouche, d'une voix qui avait murmuré « Tu ne diras rien, si tu parles, ta famille mourra ». Les autres femmes de la cabane échangèrent des regards lourds de sens. Elles savaient. Elles comprirent que la nouvelle venue venait de recevoir la visite. Troisièmement, et c'est peut-être le plus significatif, Madame Isabelle Duchamp commença à avoir des soupçons, non pas à cause des enfants eux-mêmes, qu'elle voyait rarement de près, mais à cause du comportement de son mari. Armand était devenu de plus en plus distant, irritable. Il passait des heures dans son bureau le soir, prétendument à travailler sur les comptes, mais quand elle frappait à sa porte, elle le trouvait souvent simplement assis, fixant le vide, un verre de whisky à la main. Un soir de mai, Isabelle entendit son mari quitter la chambre conjugale vers minuit. Ce n'était pas la première fois. Curieuse et inquiète, elle se leva silencieusement et le suivit à distance. Armand descendit l'escalier, sortit par la porte arrière et se dirigea vers les quartiers des esclaves. Isabelle le regarda disparaître dans l'obscurité. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle ne le suivit pas plus loin. Elle retourna dans sa chambre, s'assit sur son lit, et pour la première fois, permit à des pensées qu'elle avait repoussées depuis des années de prendre forme complète dans son esprit. Elle se souvint de conversations interrompues entre domestiques qu'elle avait surprises, de regards furtifs, de silences soudains quand elle entrait dans une pièce, de la façon dont certaines jeunes femmes tremblaient en sa présence, non pas de respect, mais de peur. Le lendemain matin, Isabelle convoqua Hortense dans son salon privé. Elle ferma la porte et dit simplement « Parle-moi des enfants aux cheveux blonds ». Hortense, vieille et fatiguée, lasse de porter ce poids seule, hésita seulement un instant. Puis elle parla. Elle décrivit chaque naissance, chaque enfant, chaque mère silencieuse et terrifiée. Elle ne nomma pas explicitement le père, mais elle n'en avait pas besoin. Les implications étaient claires comme de l'eau de source. Isabelle l'écouta en silence, son visage devenant de plus en plus pâle.
Quand Hortense eut fini, il y eut un long silence. Puis Isabelle dit d'une voix tremblante: « Combien ? » « 8 jusqu'à présent, madame. 8 enfants vivants. Amélie est morte avec le 9e. Et toutes ces femmes, elles ont été... » Hortense hocha la tête. « Aucune n'a choisi, madame. Aucune n'a parlé. Aucune n'a pu refuser. » Ce que fit Isabelle ensuite resta un mystère pour beaucoup, mais les conséquences furent évidentes. Elle ne confronta pas son mari directement. Au lieu de cela, elle commença une campagne silencieuse et méthodique. D'abord, elle réorganisa le travail dans la maison. Toutes les jeunes femmes furent transférées aux champs ou à la laverie, remplacées dans les services domestiques par des femmes plus âgées ou des enfants. Elle justifia cela par un besoin de plus d'expérience et de fiabilité dans la maison. Armand ne fit aucun commentaire. Ensuite, elle commença à tenir elle-même un registre parallèle, un journal qu'elle cachait dans un compartiment secret de sa commode. Elle y notait les dates, les noms, les observations. Elle interrogeait discrètement les domestiques, collectait des informations, construisait un dossier. Mais elle fit une erreur. Elle en parla à son fils aîné, Édouard, qui avait 23 ans et qui devait hériter de la plantation. Elle pensait qu'il devait savoir, qu'il devait comprendre la gravité de la situation pour l'avenir de la famille. Édouard réagit d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Il était furieux, non pas contre son père, mais contre sa mère. « Comment oses-tu salir le nom de notre famille avec de telles accusations ?» hurla-t-il. « Ce sont des esclaves, leurs enfants sont notre propriété. Que tu penses qu'ils sont de sang du champ ou non n'a aucune importance. » La confrontation entre Isabelle et Édouard fut entendue par plusieurs domestiques. Les rumeurs commencèrent à circuler, non seulement dans la plantation mais au-delà, portées par les esclaves qui allaient au marché, par les visiteurs, par les marchands itinérants. En juillet 1840, un événement étrange se produisit. Un homme se présenta à Bellevue, se décrivant comme un inspecteur sanitaire, mandaté par les autorités de la Nouvelle-Orléans pour enquêter sur les conditions de vie dans les plantations suite à des épidémies récentes de fièvre jaune. C'était plausible. De telles inspections avaient eu lieu occasionnellement. L'homme qui se présenta comme Monsieur Fontaine passa 2 jours à Bellevue. Il inspecta les quartiers des esclaves, posa des questions sur l'alimentation, l'eau, les soins médicaux. Mais il porta une attention particulière aux enfants. Il demanda à voir tous les enfants de moins de 5 ans, examina leurs caractéristiques physiques, posa des questions sur leur mère. Armand, qui était présent lors de certaines de ces inspections, semblait nerveux. Quand Fontaine demanda à consulter les registres de naissance, Armand hésita visiblement avant de les fournir. Ce que personne ne sut à l'époque, c'est que Fontaine n'était pas un inspecteur sanitaire. C'était l'avocat frère de Delaporte, envoyé pour enquêter discrètement sur ce que son frère avait décrit. Il repartit avec des notes détaillées et, surtout, avec des croquis de certains des enfants qu'il avait réussi à faire discrètement. Si cette histoire vous donne des frissons, aimez cette vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. La vérité est encore plus sombre que vous ne l'imaginez. En septembre 1840, tout éclata au grand jour d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Une jeune femme, nommée Joséphine, 19 ans, découvrit qu'elle était enceinte. Elle savait de qui. Elle savait ce que cela signifiait. Et contrairement aux autres, elle décida qu'elle ne pouvait pas garder ce silence. Une nuit, profitant de l'obscurité, Joséphine s'échappa de la plantation. C'était un acte désespéré et presque suicidaire. Les patrouilles de milice sillonnaient les routes, les chiens étaient dressés pour traquer les fugitifs, les punitions pour tentative d'évasion étaient brutales. Mais Joséphine était au-delà de la peur. Elle était habitée par quelque chose de plus fort, la rage. Elle marcha toute la nuit à travers les marais, évitant les routes principales. À l'aube, épuisée et couverte de boue, elle arriva à une petite église catholique à la périphérie d'un village. Elle tambourina à la porte du presbytère jusqu'à ce que le prêtre, le père Mathieu, un homme dans la soixantaine, ouvre. Ce que Joséphine dit au père Mathieu ce matin-là resta entre eux pendant quelques jours.
Mais le prêtre, bouleversé par son témoignage, prit une décision qui allait avoir des répercussions considérables. Il écrivit une lettre à l'évêque de la Nouvelle-Orléans, décrivant ce qu'on lui avait rapporté. Un maître de plantation qui violait systématiquement ses esclaves, engendrant une lignée d'enfants qu'il maintenait en esclavage, violant ainsi non seulement les lois de Dieu, mais potentiellement aussi les lois complexes de la Louisiane concernant les relations entre races. L'évêque, un homme politique autant que religieux, comprit immédiatement les implications explosives. Si cela était vrai et devenait public, cela pourrait créer un scandale qui ébranlerait la structure même de la société louisianaise. Les enfants de maîtres blancs par des femmes esclaves n'étaient pas rares, mais généralement, ils étaient soit affranchis, soit vendus discrètement ailleurs. Maintenir délibérément ses propres enfants en esclavage, surtout en si grand nombre, était considéré comme moralement répréhensible, même par les standards de l'époque. L'évêque envoya un émissaire discret pour enquêter. Cet émissaire, un jeune prêtre nommé Père Louis, arriva à Bellevue début octobre sous prétexte d'une visite pastorale de routine. Pendant 3 jours, Père Louis resta à Bellevue. Il célébra la messe pour la famille et les esclaves, bénit la maison, conversa poliment avec Armand et Isabelle, mais il observait, il comptait, il notait. Le 3e jour, il demanda à Armand la permission de confesser les esclaves qui le souhaitaient. C'était une demande inhabituelle mais pas sans précédent. Armand, ne voulant pas paraître impie, accepta. 12 femmes vinrent se confesser à Père Louis dans une petite chapelle que la famille entretenait sur la propriété. 11 d'entre elles parlèrent. Elles décrivirent les visites nocturnes, la terreur, l'impossibilité de refuser, les menaces voilées contre leur famille, les enfants qui naissaient avec des traits qui marquaient leur paternité de façon indélébile. Père Louis, assis dans le confessionnal, sentit sa foi ébranlée. Il avait entendu beaucoup de confessions dans sa vie, mais jamais rien de cette ampleur, de cette systématique cruauté. Quand il repartit de Bellevue, il emportait avec lui non seulement son rapport, mais aussi quelque chose que Hortense lui avait discrètement remis. Le journal d'Isabelle, que celle-ci avait décidé de confier à l'Église, espérant que cela forcerait une intervention. L'évêque se trouvait face à un dilemme terrible. D'un côté, il avait le devoir moral d'agir. De l'autre, il comprenait les réalités politiques. Armand Duchamp n'était pas seulement un planteur prospère. Il avait des relations puissantes, des amis au gouvernement de l'État, des liens avec d'autres familles influentes. Une accusation publique pourrait se retourner contre l'Église elle-même. Pendant 2 semaines, l'évêque consulta ses conseillers les plus proches. Certains plaidaient pour une dénonciation publique immédiate, arguant que le silence de l'Église face à une telle abomination la rendrait complice. D'autres, plus pragmatiques, soulignaient les dangers d'une confrontation directe. « Duchamp n'est pas seul », disait l'un d'eux. « Si nous l'exposons, combien d'autres planteurs se sentiront menacés? Combien fermeront leurs portes à l'Église? Combien utiliseront leur influence pour nous nuire ?» L'évêque pria longuement. Il relut le journal d'Isabelle, page après page de douleurs méthodiquement documentées. Il relut les témoignages recueillis par Père Louis, et il prit sa décision. Il choisit une voie médiane. En novembre 1840, l'évêque convoqua Armand à la Nouvelle-Orléans pour une rencontre privée. La convocation arriva à Bellevue un mardi matin, portée par un messager en soutane noire. Armand la lut et comprit immédiatement que le moment qu'il redoutait était arrivé. Le voyage vers la Nouvelle-Orléans prit 2 jours. Armand voyagea seul, refusant la compagnie de son fils ou de son contremaître. Durant ce trajet, selon ce qu'il confierait plus tard à un proche, il n'arriva pas à dormir. Les visages des femmes qu'il avait violées le hantaient. Les pleurs des enfants arrachés à leur mère résonnaient dans ses oreilles. Mais ce n'était pas la culpabilité qui le tourmentait, c'était la peur des conséquences. La rencontre eut lieu dans le bureau privé de l'évêque. Une pièce austère aux murs de pierre, ornée seulement d'un crucifix massif et de quelques livres anciens. Étaient présents l'évêque, Père Louis,
et un chanoine nommé Bertrand, qui servait de secrétaire et de témoin. Ce qui se passa dans ce bureau ce jour-là ne fut jamais enregistré officiellement dans les archives de l'évêché, mais des fragments filtrèrent à travers plusieurs sources. Père Louis, dans une lettre personnelle à son frère écrite 3 ans plus tard et découverte dans les années 1980, décrivit la scène avec des détails troublants. L'évêque ne perdit pas de temps en civilité. Il plaça devant Armand le journal d'Isabelle, ouvert à une page particulièrement accablante. « Lisez », ordonna-t-il simplement. Armand lut. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le livre. C'était l'écriture de sa femme, méticuleuse et claire. 15 novembre 1839. Madeleine m'a confirmé aujourd'hui ce que je soupçonnais. Son fils, maintenant âgé de 2 ans et demi, n'est pas le fruit d'une relation consentie. Elle m'a décrit comment mon mari entre dans les cabanes la nuit, comment il choisit les jeunes femmes, comment il les menace de représailles si elles parlent. Elle pleurait en me le racontant. J'ai compté maintenant 7 enfants qui portent ces traits de manière indéniable. L'évêque laissa Armand lire plusieurs pages en silence. Puis il présenta les témoignages écrits des femmes qui s'étaient confiées à Père Louis lors des confessions. 11 témoignages, chacun racontant la même histoire avec de légères variations. Les visites nocturnes, la main sur la bouche, les menaces murmurées, l'impossibilité de résister, la terreur qui suivait. « Vous êtes un homme éduqué, monsieur Duchamp, » dit finalement l'évêque. « Vous savez lire le latin. Vous connaissez les Saintes Écritures. Comment conciliez-vous ce que vous avez fait avec les enseignements du Christ ?» Armand resta silencieux pendant un long moment. Selon Père Louis, son visage passa par plusieurs expressions. D'abord le déni, puis la colère, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la résignation. « Monseigneur, » dit-il finalement, « vous ne comprenez pas les réalités de la vie dans une plantation. Ces femmes sont ma propriété, c'est la loi. Ce qui se passe entre un maître et ses esclaves n'est pas du ressort de l'Église. » L'évêque se leva brusquement, sa chaise raclant le sol de pierre. « N'est pas du ressort de l'Église ?» Sa voix était glaciale. « Monsieur, vous avez violé des femmes sans défense. Vous avez engendré des enfants que vous maintenez en esclavage. Vous avez créé une situation où vos propres fils et filles travaillent dans vos champs comme du bétail. Et vous osez me dire que ce n'est pas du ressort de l'Église? Ce sont des esclaves, » répéta Armand, mais sa voix manquait de conviction. Leurs enfants sont des esclaves. C'est la loi de la Louisiane, c'est la loi des États-Unis. La loi des hommes n'est pas la loi de Dieu, rétorqua l'évêque. Il ouvrit alors un livre de droit qu'il avait préparé. Mais puisque vous invoquez la loi des hommes, parlons-en. Connaissez-vous le cas de State versus Johnson de 1835? La Cour a statué qu'un maître qui maintient délibérément ses propres enfants biologiques en esclavage commet un acte contre nature qui peut être contesté. Connaissez-vous le précédent établi en 1828 dans la paroisse de Saint-Charles, où un planteur fut contraint par la Cour d'affranchir tous ses enfants illégitimes après qu'un avocat eut démontré la paternité? Armand pâlit, il ignorait ces précédents. « Ces cas sont rares, » murmura-t-il, « les cours ne les appliquent presque jamais. »« Presque jamais n'est pas jamais, » dit l'évêque. Il se rassit, croisant les mains sur son bureau. « Voici la situation, monsieur Duchamp. J'ai en ma possession des preuves documentées de ce que vous avez fait. J'ai des témoignages de 11 femmes. J'ai le journal détaillé de votre propre épouse. J'ai les observations d'un prêtre de l'Église. Si je choisis de rendre tout cela public, vous serez ruiné. Pas légalement peut-être, les lois de la Louisiane sont ce qu'elles sont, mais socialement, moralement, vous serez un paria. Vous me menacez ?» demanda Armand, trouvant soudain un peu de courage dans l'indignation. « Je vous offre une chance de rédemption, » corrigea l'évêque. « Une chance que vous ne méritez pas, mais que l'Église, dans sa miséricorde, est prête à vous accorder. » Il exposa alors ses conditions. Armand devait immédiatement cesser toute visite nocturne au quartier des esclaves. Il devait affranchir tous les enfants qu'il avait engendrés et leur fournir un soutien financier jusqu'à leur majorité.
Il devait permettre aux mères qui le souhaitaient d'être affranchies également. Et il devait faire une confession publique de ses péchés devant la congrégation de sa paroisse. Armand écouta ces conditions avec une incrédulité croissante. « C'est impossible, dit-il quand l'évêque eut fini. Si j'affranchis ces enfants, si j'admets publiquement qu'ils sont miens, je signe ma propre condamnation sociale. Plus aucune famille respectable ne voudra s'associer aux Duchamp. Mes fils ne trouveront jamais d'épouse convenable, ma plantation sera mise en quarantaine économique. Alors vous préférez vivre avec votre péché ? Demanda l'évêque. Je préfère vivre, répondit Armand avec une franchise brutale. L'évêque comprit alors qu'il avait affaire à un homme qui avait perdu toute boussole morale. Il changea de tactique. Très bien, dit-il lentement. Si vous refusez la voie de la rédemption publique, alors nous devons trouver une autre solution. Une solution qui arrête les abus tout en évitant le scandale public. Ils négocièrent pendant 3 heures. Ce fut un marchandage sordide, décrit par Père Louis comme « l'une des heures les plus sombres de ma vie ecclésiastique ». L'évêque, réalisant qu'il ne pourrait jamais obtenir justice complète pour les victimes dans le cadre légal et social de l'époque, chercha au moins à arrêter les abus futurs et à atténuer partiellement les dommages passés. Le compromis final fut le suivant. Armand ne serait pas exposé publiquement, mais il devait vendre discrètement tous les enfants métis de sa plantation à des acheteurs choisis par l'Église qui s'assureraient qu'ils soient placés dans des situations relativement meilleures. Il devait cesser immédiatement ses visites nocturnes et il devait faire une donation substantielle à l'Église qui serait utilisée pour établir un fonds secret destiné à aider les femmes esclaves en détresse. Mais l'évêque joua aussi sa dernière carte, celle qu'il avait gardée en réserve. Il révéla qu'il avait des amis au sein du gouvernement de l'État qui s'intéressaient de plus en plus aux cas où les lois raciales étaient violées de façon flagrante. Il mentionna spécifiquement le nom d'un juge réformiste de la Nouvelle-Orléans qui cherchait des cas tests pour établir de nouveaux précédents sur les droits des enfants métis. « Si vous refusez cet arrangement, dit l'évêque avec une froideur calculée, je transmettrai tous ces documents à ce juge. Il sera ravi d'avoir un cas aussi documenté. Et contrairement à moi, il n'aura aucun scrupule à vous traîner devant les tribunaux, devant l'opinion publique, devant Dieu et devant les hommes. » Armand comprit qu'il était acculé. Il accepta les termes, mais avec une modification cruciale qui révélait sa nature véritable. Au lieu de permettre à l'Église de placer les enfants, il insista pour contrôler leur vente. « Je les vendrai, dit-il, mais je choisirai à qui, et l'argent de la vente sera le mien, que j'utiliserai comme bon me semble. » L'évêque, épuisé et dégoûté, accepta finalement. C'était une victoire partielle et amère, mais c'était mieux que rien. Armand quitta cette rencontre pâle et tremblant. Il savait qu'il avait évité la catastrophe publique, mais à quel prix? Sur le chemin du retour vers Bellevue, il s'arrêta dans une taverne et se saoula pour la première fois de sa vie. Le tavernier, qui raconterait plus tard cette histoire à un journaliste, décrivit un homme qui pleurait dans son whisky, murmurant des choses incompréhensibles sur les yeux bleus qui le jugeaient. De retour à Bellevue, Armand prit une décision qui glacera les témoins. Il n'attendit même pas une semaine. En décembre 1840, 3 jours après son retour, il convoqua Leblanc, son contremaître, et lui donna des instructions précises. Tous les enfants métis de moins de 4 ans doivent être préparés pour la vente, dit-il. Sa voix était plate, dépourvue d'émotion. Contacte des marchands d'esclaves de différentes villes. Je ne veux pas qu'ils aillent tous au même endroit. Disperse-les, le plus loin possible. Différents états si c'est possible. Leblanc, un homme dur qui avait vu beaucoup de choses cruelles dans sa vie, hésita. Monsieur Duchamp, dit-il prudemment. Certains de ces enfants sont très jeunes. Certains n'ont même pas 1 an. Séparer des enfants si jeunes de leur mère, les acheteurs n'aimeront pas ça. Les bébés ont besoin de leur mère pour survivre. Alors vends les mères avec eux si nécessaire, répondit Armand. Puis, se reprenant, il ajouta, non, vends seulement les enfants. Les mères restent,
Elles sont utiles pour le travail. La nouvelle se répandit dans les quartiers des esclaves comme un feu de brousse. La panique fut instantanée et totale. Les mères qui avaient des enfants aux cheveux blonds comprirent immédiatement ce qui allait se passer. Certaines tentèrent de cacher leurs enfants, les gardant dans les cabanes, refusant de les laisser sortir. D'autres supplièrent à genoux les contremaîtres, offrant de travailler davantage, de faire n'importe quoi, si seulement on leur laissait leurs enfants. Hortense, maintenant âgée de 62 ans et affaiblie par les années, essaya d'intervenir. Elle se rendit à la grande maison et demanda à voir Madame Duchamp, oubliant qu'Isabelle était partie depuis des mois. C'est Armand lui-même qui la reçut dans le hall d'entrée. « Monsieur, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée, vous ne pouvez pas faire ça. Ces enfants sont des bébés. Ils mourront sans leur mère. Ayez pitié, au nom du ciel. » Armand la regarda avec des yeux froids. « Tu oublies ta place, Hortense. Retourne au quartier. Si tu parles encore de ça, tu seras fouetté. » Le processus de vente commença 1 semaine plus tard. Les marchands d'esclaves arrivèrent un par un, sur plusieurs jours, pour éviter d'attirer l'attention. Chacun examinait 1 ou 2 enfants, négociait le prix et repartait. Les scènes qui se déroulèrent durant ces jours restèrent gravées dans la mémoire collective de Bellevue pendant des générations. Madeleine, la première mère, celle dont le fils avait déclenché toute cette histoire, se battit littéralement quand on vint chercher son enfant. 3 hommes durent la maîtriser pendant qu'un marchand emportait le garçon, maintenant âgé de 3 ans et demi, qui hurlait et tendait les bras vers sa mère. Les cris de l'enfant « Maman, maman !» résonnèrent dans toute la plantation jusqu'à ce qu'ils disparaissent au loin dans la carriole du marchand. Madeleine fut fouettée après pour avoir résisté. 10 coups de fouet qui laissèrent son dos en lambeaux. Mais elle ne cria pas pendant le châtiment. Elle resta silencieuse, les yeux fixes sur l'horizon où son fils avait disparu. Cette nuit-là, elle refusa de manger. Elle refusa de parler. Elle resta assise dans sa cabane, immobile comme une statue, berçant dans ses bras la couverture dans laquelle son fils avait dormi. Céleste, dont la fille avait maintenant 3 ans, essaya une autre approche. Elle supplia le marchand qui venait chercher son enfant, lui offrant tout ce qu'elle possédait, c'est-à-dire presque rien. « Je travaillerai pour vous gratuitement toute ma vie, » dit-elle. « Vendez-nous ensemble. Je ne causerai jamais de problème. Je serai l'esclave la plus obéissante que vous ayez jamais eue. Juste ne me prenez pas ma fille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Le marchand, un homme du nom de Perkins qui travaillait dans le commerce depuis 20 ans, était troublé. Il avait vu beaucoup de séparations, mais il y avait quelque chose de particulièrement dérangeant dans celle-ci. L'enfant était si clairement métisse, presque blanche, avec ses boucles blondes et ses yeux bleus qui regardaient avec incompréhension sa mère qui pleurait. « Pourquoi Duchamp vend-il cet enfant ?» demanda-t-il à Leblanc. « Elle est presque blanche. Elle aurait plus de valeur en tant que servante domestique ici. » Leblanc haussa les épaules, mal à l'aise. « Les ordres du maître. Vous voulez l'enfant ou non ?» Perkins acheta la fillette pour un prix dérisoire, sachant qu'il pourrait la revendre beaucoup plus cher à la Nouvelle-Orléans comme domestique potentiel. Mais en quittant Bellevue ce jour-là, avec l'enfant qui pleurait à l'arrière de sa carriole en appelant sa mère, il se sentit souillé d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant dans son métier. Il écrirait plus tard dans une lettre à son frère. « J'ai vu beaucoup de choses dans ce commerce, mais ce jour-là, à Bellevue, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une mère dont on arrachait l'enfant, et l'enfant qui avait le visage de son maître imprimé sur ses traits. C'était contre nature. » En tout, 8 enfants furent vendus sur une période de 3 semaines. Le plus jeune avait 6 mois, le plus âgé 3 ans et demi. Ils furent dispersés à travers la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama et jusqu'en Arkansas. Armand tint des registres méticuleux de ses ventes, notant les noms des acheteurs, les prix payés, les destinations prévues. Ce registre, découvert des décennies plus tard dans une malle abandonnée dans le grenier de la grande maison, constituait un document d'une froideur bureaucratique glaçante. Chaque enfant était décrit avec la même notation clinique. Mulâtre clair, cheveux blonds, yeux bleus, environ X ans, vendu à Higuier pour $.
Mais Armand ne s'arrêta pas là. Les 3 femmes qui étaient enceintes à ce moment-là, dont Joséphine qui était revenue à la plantation après que le père Mathieu l'eut convaincu que fuir ne résoudrait rien, représentaient un problème futur. Si elles accouchaient à Bellevue, les mêmes enfants aux traits impossibles naîtraient et le cycle recommencerait. Armand décida de les vendre avant que leur grossesse ne devienne trop évidente. Il les vendit à un planteur de canne à sucre du sud de la Louisiane, un homme nommé Lavergne, qui avait la réputation de diriger l'une des opérations les plus brutales de la région. Les plantations de canne à sucre étaient notoirement meurtrières. Le travail était épuisant, les conditions sanitaires déplorables, les maladies endémiques. L'espérance de vie d'un esclave dans une plantation de canne était de 7 à 10 ans en moyenne. Joséphine, en apprenant qu'elle allait être vendue, tenta de se pendre dans sa cabane. Elle avait noué une corde autour d'une poutre et s'était laissée tomber. Une autre femme la trouva à temps, la corde ayant à moitié cédé sous le poids. Elle coupa la corde et ramena Joséphine à la vie, bien que Joséphine supplia qu'on la laisse mourir. Quand elle fut emmenée 2 jours plus tard, Joséphine ne résista pas. Elle monta dans le wagon comme un automate, son visage vide de toute expression. Selon le témoignage d'une femme qui la vit partir, Joséphine était déjà morte. Son corps bougeait encore, mais son âme était partie. Ce qui arriva aux 3 femmes enceintes vendues à Lavergne ne fut jamais clairement établi. Des registres partiels suggèrent que 2 d'entre elles moururent dans les 2 années suivantes, probablement de fièvre ou d'épuisement. Joséphine disparut complètement des registres après 1843. On ne sait pas si elle mourut, si elle fut vendue à nouveau ou si elle réussit à s'échapper. Son sort resta un mystère. Isabelle, apprenant ce qui s'était passé à travers une lettre d'une amie qui avait des contacts à la Nouvelle-Orléans, confronta finalement son mari. Elle revint brièvement à Bellevue en janvier 1841. Non pas pour se réconcilier, mais pour essayer une dernière fois de faire appel à ce qui restait d'humanité en lui. Selon le témoignage d'une domestique qui entendit leur dispute depuis le couloir, la confrontation fut explosive. Isabelle entra dans le bureau d'Armand sans frapper, brandissant la lettre qu'elle avait reçue. « Tu as vendu tes propres enfants » cria-t-elle. Sa voix tremblait de rage et de dégoût. « Tes propres enfants. Tu as arraché des bébés des bras de leur mère. Comment peux-tu vivre avec cela ? Comment peux-tu te regarder dans un miroir ?» Armand, assis derrière son bureau, leva les yeux lentement. Son visage était fermé, dur. « Je n'ai pas d'enfant esclave, » dit-il froidement. « J'ai 4 enfants légitimes, nés de toi dans le mariage sacré. Le reste n'est que propriété. C'est tout. » « Propriété ?» Isabelle était incrédule. « Ce sont des êtres humains, des enfants qui portent ton sang, ton visage. Ce petit garçon avait tes yeux. La fillette avait ton sourire. Tu les as créés et puis tu les as jetés comme des objets. C'est exactement ce qu'ils sont, » dit Armand, sa voix montant progressivement. « Des objets. La loi dit qu'ils sont des objets. L'Église peut prêcher ce qu'elle veut, mais la loi est claire. Et j'ai agi dans le cadre de la loi. J'ai le droit de vendre ma propriété comme bon me semble. » La loi ? Isabelle rit amèrement. « Tu invoques la loi ? Et qu'en est-il de la loi de Dieu ? Qu'en est-il de ta conscience ? Qu'en est-il de ton âme immortelle ?» Il y eut un silence. Armand se leva lentement, ses mains posées à plat sur son bureau. « Ma conscience est claire, » dit-il d'une voix glaciale qui fit reculer Isabelle d'un pas. « Je dors très bien la nuit. Ces femmes sont ma propriété. J'ai le droit de faire ce que je veux avec ma propriété. Si cela te dégoûte, c'est ton problème, pas le mien. Tu es libre de partir si tu ne peux pas accepter les réalités de ce monde. » « Les réalités de ce monde, » répéta Isabelle. « Tu parles de réalité ? La réalité est que tu es un monstre. Un monstre qui porte le masque d'un gentleman, qui va à l'église le dimanche, qui serre la main de ses voisins, et qui la nuit viole des femmes sans défense et vend les enfants qu'il engendre. » Armand contourna son bureau d'un pas rapide. Pendant un instant, la domestique dans le couloir crut qu'il allait frapper Isabelle.
Mais il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, son visage déformé par la rage. « Sors d'ici, dit-il entre ses dents. Sors de ma maison, retourne chez ta famille à Charleston. Et ne reviens jamais. Tu n'es plus ma femme. Tu n'as jamais compris ce que signifie diriger une plantation, ce que signifie maintenir l'ordre, ce que signifie faire ce qui est nécessaire pour survivre dans ce monde. » Isabelle le regarda avec un mélange de pitié et d'horreur. « Non, dit-elle doucement, c'est toi qui ne comprends pas. Tu as vendu ton âme. Et un jour, tu devras répondre de ça. Pas devant moi, pas devant la loi, mais devant Dieu. » Cette nuit-là, Isabelle fit ses valises. Elle quitta Bellevue avec sa fille unique, Marie, âgée de 16 ans, qui pleura durant tout le voyage vers Charleston. Dans les lettres qu'Isabelle écrivit à sa sœur dans les années qui suivirent, elle décrivit l'homme qu'elle avait épousé comme un étranger, un monstre portant le masque d'un gentleman, un homme qui a perdu son humanité quelque part dans l'obscurité et qui refuse de la chercher. Elle ne revit jamais Armand. Elle mourut en 1847 d'une pneumonie, à 52 ans. Dans son testament, elle légua tout ce qu'elle possédait à des organisations abolitionnistes du Nord. C'était sa façon de se racheter pour les années de silence, pour n'avoir pas agi plus tôt, pour n'avoir pas sauvé ses enfants quand elle en avait peut-être encore la possibilité. Les mois qui suivirent furent marqués par une tentative systématique d'effacement. Armand ordonna à Leblanc, son contremaître, de détruire les registres de naissance détaillés et de les remplacer par des versions simplifiées qui ne mentionnaient pas les caractéristiques physiques des enfants. Le journal d'Isabelle, que l'évêque avait conservé, disparut mystérieusement des archives de l'évêché. Il est probable qu'il fut détruit ou volé. Les femmes qui restaient à Bellevue reçurent des instructions claires: ne jamais parler de ce qui s'était passé sous peine de punitions sévères qui s'étendraient à leur famille. La peur, qui avait toujours été présente, devint totale, mais des traces demeurèrent. Des lettres écrites par le père Louis à des collègues décrivant ce qu'il avait découvert. Des entrées dans le registre paroissial de l'église locale qui mentionnaient les baptêmes d'enfants de teint clair inhabituels. Des notes dans les journaux de marchands d'esclaves concernant des enfants mulâtres très clairs, origine Bellevue, Duchamp. En 1841, un événement étrange se produisit. Une femme se présenta à Bellevue demandant à voir Armand. Elle était accompagnée d'un avocat. La femme était une affranchie de la Nouvelle-Orléans, propriétaire d'une petite pension. Elle affirmait avoir acheté un des enfants vendus par Armand, et ayant appris l'identité véritable du père, elle venait demander que l'enfant soit officiellement affranchi et reconnu. Armand la reçut brièvement et la rejeta catégoriquement. L'avocat menaça d'une action en justice basée sur une loi louisianaise obscure qui stipulait que les enfants de maître blanc pouvaient demander leur liberté sous certaines conditions. Armand, furieux, les fit escorter hors de sa propriété par des hommes armés. L'avocat, néanmoins, déposa une plainte auprès d'un tribunal de la Nouvelle-Orléans. Le cas fut enregistré sous le nom « Succession de l'enfant M.D. ». Les documents initiaux déposés décrivaient un enfant de teint très clair, cheveux blonds, yeux bleus, vendu par Armand Duchamp de Bellevue. Mais le cas ne fut jamais jugé. 2 semaines après le dépôt de la plainte, l'avocat retira mystérieusement toutes les accusations. Il fut découvert plus tard qu'il avait reçu une somme considérable d'argent d'une source anonyme. La femme affranchie disparut de la Nouvelle-Orléans et ne fut jamais revue. Armand Duchamp mourut en 1844 d'une attaque d'apoplexie. Il avait 49 ans. Son fils Édouard hérita de Bellevue. Édouard, contrairement à son père, n'avait aucun intérêt pour les affaires des esclaves au-delà de leur productivité économique. Il gérait la plantation de manière distante, passant la majeure partie de son temps à la Nouvelle-Orléans. Sous Édouard, Bellevue devint une plantation comme les autres. Les femmes qui avaient survécu aux années d'Armand vieillirent. Certaines eurent d'autres enfants de pères différents. Hortense mourut en 1847, emportant avec elle des souvenirs qu'elle n'avait jamais pleinement partagés. Mais l'histoire ne se termina pas là.
Les enfants vendus grandirent dans des plantations dispersées à travers la Louisiane et au-delà. Certains moururent jeunes, victimes de maladies ou de maltraitance. D'autres survécurent jusqu'à l'âge adulte, et leur apparence physique continuait de les marquer. Un de ces enfants, un garçon qui avait été vendu à l'âge de 2 ans à une plantation en Arkansas, grandit pour devenir un domestique dans une grande maison de Little Rock. Son maître, intrigué par son apparence européenne évidente, lui demanda un jour d'où il venait. Le garçon, qui s'appelait maintenant Thomas, ne savait presque rien de ses origines, sauf qu'il était né en Louisiane, dans une plantation nommée Bellevue. Le maître, un homme instruit et curieux, fit des recherches. Il découvrit des rumeurs, des fragments d'histoire, des mentions dans des correspondances anciennes. Il apprit l'existence d'autres enfants similaires, tous dispersés, tous marqués par les mêmes caractéristiques physiques impossibles à ignorer. En 1856, ce maître écrivit une lettre au journal abolitionniste de Boston, le Liberator. Dans cette lettre, il décrivit le cas de Thomas et ce qu'il avait découvert sur ses origines. « Il existe en Louisiane, écrivit-il, une histoire enfouie de honte et d'horreur. Un homme qui a engendré des dizaines d'enfants par ses esclaves et qui les a maintenus, ainsi que leur mère, dans les chaînes. Qui, quand son secret fut menacé, a vendu sa propre progéniture comme du bétail. » La lettre fut publiée en septembre 1856. Elle créa une certaine agitation dans les cercles abolitionnistes du Nord, mais dans le Sud, elle fut largement ignorée ou déniée. Le journal de Charleston qualifia l'histoire de propagande abolitionniste sans fondement. Aucune enquête officielle ne fut jamais lancée. La guerre civile éclata en 1861. Bellevue, comme beaucoup de plantations, fut déchirée par le conflit. Édouard Duchamp, maintenant âgé de 44 ans et père de 3 fils, rejoignit l'armée confédérée avec un sentiment de devoir patriotique. Il mourut à la bataille de Shiloh en 1862, tué par un boulet de canon qui le décapita instantanément. La plantation passa alors sous le contrôle de sa veuve, une femme nommée Catherine, qui n'avait aucune idée de comment gérer une opération de cette taille. En 1863, quand les troupes de l'Union remontèrent le Mississippi et occupèrent la région, Bellevue fut partiellement pillée. Les soldats prirent la nourriture, le bétail, une partie du coton stocké. Mais ils ne brûlèrent pas la grande maison, contrairement à beaucoup d'autres plantations. Un officier de l'Union, le capitaine William Bradford du Massachusetts, fut stationné à Bellevue avec sa compagnie pendant plusieurs mois, à la fin de 1863. Bradford était un homme inhabituel pour son époque, un aboli-ioniste convaincu qui voyait dans cette guerre une croisade morale autant qu'un conflit politique. Il était également un homme méthodique qui aimait documenter ce qu'il voyait. Il tenait un journal personnel détaillé, décrivant non seulement les opérations militaires, mais aussi ses observations sur la société sudiste, sur l'esclavage, sur les réalités qu'il découvrait dans chaque plantation occupée. À Bellevue, Bradford remarqua rapidement quelque chose d'inhabituel. Parmi les esclaves récemment libérés qui restaient sur la propriété, plusieurs femmes d'âge moyen portaient des expressions de deuil profond qui semblaient aller au-delà de la simple perte de fils ou de mari pendant la guerre. Un soir, alors qu'il supervisait la distribution de rations, Bradford engagea la conversation avec une femme nommée Céleste. Elle avait maintenant 48 ans, son visage marqué par des décennies de travail et de souffrance. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse abyssale, qui intrigua Bradford. « Vous êtes libre maintenant » lui dit-il en français, langue qu'il avait apprise durant ses études. « Pourquoi restez-vous ici » Céleste le regarda longuement avant de répondre. « Où irai-je, monsieur? Je suis né ici. Ma mère est enterrée ici, et ma fille a disparu d'ici il y a 23 ans. Je reste au cas où elle reviendrait me chercher. » « Votre fille ?» Bradford fronça les sourcils. « Elle a été vendue ?» Céleste hocha la tête, les larmes commençant à couler silencieusement sur ses joues. Et alors peut-être parce que Bradford était un étranger,
Peut-être parce que l'ordre ancien s'était effondré et que les vieux silences n'avaient plus de sens, elle parla. Elle raconta toute l'histoire, les visites nocturnes, les enfants impossibles, la terreur, les ventes. Bradford écouta, d'abord incrédule puis horrifié. Quand elle eut fini, il demanda « Combien d'autres femmes ont vécu la même chose ?» « Toutes celles qui étaient jeunes à l'époque, » répondit Céleste. « Une douzaine au moins. Certaines sont parties, certaines sont mortes. Mais nous qui restons, nous nous souvenons. Nous nous souviendrons toujours. » Bradford passa les jours suivants à interviewer d'autres femmes. Il entendit des variations de la même histoire encore et encore. Madeleine, maintenant dans la quarantaine, lui montra les cicatrices du fouet qu'elle avait reçues pour avoir essayé d'empêcher qu'on lui prenne son fils. Une autre femme, dont Bradford ne nota pas le nom, lui décrivit comment elle avait vu sa sœur se noyer délibérément dans la rivière après qu'on lui eût arraché son bébé. Dans son journal, Bradford écrivit plusieurs entrées troublantes. Le 15 juillet 1863, il nota « Parler aujourd'hui avec une femme affranchie nommée Céleste. Elle m'a raconté une histoire qui défie l'imagination. Elle affirme que le maître précédent de cette plantation a engendré plus de 15 enfants par différentes esclaves sur une période de près de 10 ans. Tous ces enfants, dit-elle, avaient des cheveux blonds et des yeux bleus comme leurs frères et sœurs blancs. La plupart furent vendus lorsque le scandale menaça d'éclater. Elle a pleuré en me racontant cela, pleuré pour une fille qu'elle n'a pas vue depuis plus de 20 ans et qu'elle ne reverra probablement jamais. J'ai vu beaucoup d'horreurs depuis que cette guerre a commencé, mais cette histoire m'a bouleversé d'une manière que je ne peux exprimer. Le 18 juillet, il écrivit « J'ai interrogé aujourd'hui 4 autres femmes. Toutes confirment essentiellement le même récit. Un maître qui violait systématiquement ses esclaves, qui engendrait des enfants qu'il gardait en esclavage, qui les vendait quand leur existence devenait trop visible. Si même la moitié de ce qu'on me raconte est vrai, alors ce qui s'est passé ici représente une perversion de la nature humaine qui surpasse tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent sur l'esclavage. Et je pensais en avoir déjà beaucoup entendu. » Le 23 juillet, Bradford écrivit quelque chose de particulièrement révélateur. « J'ai fouillé dans les papiers laissés dans la grande maison. La veuve Duchamp, terrifiée par notre présence, a fui vers des parents en Alabama, abandonnant presque tout. Dans le bureau du défunt maître, j'ai trouvé des registres. Parmi eux, un livre de comptes détaillant des ventes d'esclaves effectuées en 1840 et 1841. 8 enfants, tous décrits comme mulâtres clairs, cheveux blonds, yeux bleus, vendus à différents marchands pour des prix dérisoires. C'est là, noir sur blanc, la preuve de ce que ces femmes m'ont raconté. Ce livre existe. Cette horreur a vraiment eu lieu. » Bradford essaya de compiler un rapport officiel pour ses supérieurs militaires, espérant peut-être que ces informations pourraient être utilisées dans la cause abolitionniste, peut-être pour documenter les horreurs de l'esclavage de manière plus concrète. Mais la guerre était chaotique, ses supérieurs étaient préoccupés par des questions tactiques et stratégiques, et son rapport fut archivé dans un bureau à Washington et oublié. Cependant, Bradford ne put oublier. Dans les lettres qu'il écrivit à sa femme à Boston durant les mois suivants, il revint plusieurs fois sur l'histoire de Bellevue. « Ma chère Sarah », écrivit-il en septembre 1863, « je comprends maintenant pourquoi cette guerre doit être menée jusqu'à la victoire totale. Ce n'est pas seulement une question de préserver l'Union, c'est une question de détruire un système si corrompu, si moralement pourri, qu'il transforme des hommes en monstres et permet des abominations que notre esprit a peine à concevoir. » Après la guerre, Bellevue changea de main plusieurs fois. Catherine Duchamp, la veuve d'Édouard, ne revint jamais. Elle vendit la propriété par l'intermédiaire d'un avocat à un spéculateur du Nord en 1866 pour une fraction de sa valeur d'avant-guerre. Le spéculateur essaya de relancer la plantation avec un système de métaillage, mais il échoua. La terre était épuisée par des décennies de monoculture de coton. L'économie du Sud était en ruine, et les anciens esclaves, maintenant libres,
refusaient de travailler dans des conditions qui ressemblaient trop à l'esclavage. La grande maison blanche à colonnes, symbole de la prospérité et du pouvoir des Duchamp, commença à se détériorer. Les planches se détachèrent, les fenêtres se brisèrent, la peinture s'écailla. En 1868, un incendie éclata dans l'aile ouest. Les circonstances ne furent jamais éclaircies. Certains disaient que c'était un accident, une bougie renversée. D'autres chuchotaient que c'était délibéré. Un acte de vengeance symbolique de la part d'anciens esclaves qui voulaient effacer les traces de leur passé. Le feu détruisit une grande partie de la maison, y compris le bureau où Armand avait tenu ses registres. Beaucoup de documents furent perdus dans les flammes, mais pas tous. Certains papiers, conservés dans une malle métallique dans le grenier, survécurent. Ils resteraient là, oubliés, pendant plus d'un siècle. Les cabanes des esclaves, abandonnées, s'effondrèrent lentement. La nature reprit ses droits. Les cyprès et les ronces envahirent les zones où des centaines de personnes avaient vécu, souffert, aimé et perdu. En quelques décennies, il ne resta presque aucune trace visible de l'endroit où les quartiers des esclaves s'étaient trouvés. Mais les gens de la région se souvenaient. Les histoires se transmettaient. Les vieux racontaient aux jeunes. Il y avait un maître à Bellevue, disait-il en créole, qui a fait des choses terribles. Des enfants sont nés qui ne devaient pas exister. Des familles ont été déchirées. Des secrets ont été enterrés. Mais les morts se souviennent. Les ancêtres se souviennent. Céleste vécut jusqu'en 1879. Elle mourut à 64 ans sans jamais avoir revu sa fille. Sur son lit de mort, selon ceux qui étaient présents, elle murmura « Je la verrai bientôt. Je la retrouverai de l'autre côté. » Elles sont toutes là-bas, toutes les mères et tous les enfants, ensemble enfin. Madeleine survécut encore plus longtemps, jusqu'en 1885. Dans ces dernières années, elle perdit progressivement la raison. Elle passait ses journées assise devant sa petite maison, regardant la route, attendant. « Mon fils va revenir », disait-elle à quiconque voulait l'écouter. « Il a des cheveux d'or, vous le reconnaîtrez quand vous le verrez, il va me chercher. » Mais il ne revint jamais. Au XXe siècle, des chercheurs et des historiens commencèrent à s'intéresser aux histoires orales des communautés afro-américaines du Sud. Dans les années 1960, un doctorant en histoire de l'université de Tulane, menant des recherches sur les pratiques d'esclavage en Louisiane, tomba sur une mention dans le journal du capitaine Bradford. Intrigué, il commença à creuser. Il découvrit la lettre publiée dans le Liberator. Il trouva les registres paroissiaux avec leurs mentions cryptiques. Il interviewa des descendants de personnes qui avaient vécu à ou près de Bellevue. Et il entendit encore et encore des variations de la même histoire. Un des témoignages les plus poignants vint d'une femme de 87 ans, nommée Ruth Johnson, petite fille de Céleste. « Ma grand-mère m'a parlé d'une sœur qu'elle n'a jamais connue », raconta Ruth. Une sœur aux cheveux d'or comme le soleil, qui lui a été arrachée quand elle était bébé. Grand-mère gardait un petit ruban bleu qu'elle disait avoir appartenu à cette sœur. Elle le gardait dans une boîte, jusqu'au jour de sa mort. Elle disait que sa sœur était quelque part, peut-être vivante, peut-être morte, mais qu'elle avait le même sang qu'elle, le même sang que celui de l'homme blanc qui les possédait toutes les deux. Le doctorant essaya de localiser des descendants directs des enfants vendus. C'était presque impossible. Les pistes étaient froides, les registres incomplets ou détruits, les noms changés. Mais il trouva quelque chose d'extraordinaire. Dans une petite ville du Mississippi, il rencontra un homme âgé de 63 ans, dont la grand-mère, selon la tradition familiale, était une esclave qui ressemblait à une blanche. Cette grand-mère, selon l'homme, avait été vendue plusieurs fois dans sa jeunesse, avant de finir dans une plantation du Mississippi, où elle avait vécu jusqu'à l'émancipation. Elle avait des cheveux qui, même dans sa vieillesse, conservaient une teinte blonde cendrée inhabituelle et des yeux bleus délavés. Elle racontait à ses petits-enfants qu'elle était née dans une plantation de Louisiane dont elle ne se souvenait pas du nom, qu'elle avait été séparée de sa mère toute petite et qu'on lui avait dit plus tard qu'elle était la fille d'un diable blanc.
Le doctorant ne put jamais prouver de manière définitive le lien entre cette femme et Bellevue, mais les détails correspondèrent de manière troublante. Son travail de recherche fut publié en 1969 dans une revue académique sous le titre « Paternité et propriété, un cas d'inceste racial en Louisiane antebellum ». L'article provoqua un débat considérable dans les cercles universitaires, certains questionnant la fiabilité des témoignages oraux, d'autres défendant leur importance historique. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après les événements, la vérité complète de ce qui s'est passé à Bellevue reste partiellement obscure. Les documents officiels sont fragmentaires et contradictoires. Les témoignages directs ont disparu avec les générations. Même l'emplacement exact de l'ancienne plantation est sujet à débat, les cartes de l'époque étant imprécises et les repères géographiques ayant changé. Mais l'histoire persiste. Elle vit dans les traditions orales des communautés afro-américaines de Louisiane. Elle apparaît dans les thèses universitaires et les livres d'histoire. Elle est chuchotée lors des réunions familiales quand les vieux parlent des ancêtres et des origines. Et peut-être, quelque part, il existe encore des descendants de ces enfants aux cheveux d'or, des gens qui portent dans leur gène l'histoire d'une violence systématique, d'un abus de pouvoir absolu, d'un secret qui fut à la fois caché et impossible à cacher complètement. Il y a quelques années, une généalogiste amateur travaillant sur l'histoire de sa famille afro-américaine en Louisiane fit une découverte troublante. En comparant les résultats de tests ADN avec les recherches généalogiques traditionnelles, elle découvrit qu'elle avait un pourcentage inhabituellement élevé d'ascendance européenne qui semblait remonter à une seule source masculine dans les années 1840. En creusant plus profond, elle trouva une mention dans les registres familiaux d'une arrière-arrière-grand-mère née en esclavage qui avait, selon la description, la peau claire et les cheveux de couleur inhabituelle. La piste menait à une région de Louisiane, près de ce qui aurait été l'emplacement de Bellevue. Elle contacta d'autres personnes faisant des recherches similaires et découvrit qu'au moins 3 autres familles afro-américaines de la région avaient des histoires similaires, des ancêtres nés en esclavage dans les années 1830 à 1840 avec des caractéristiques physiques européennes marquées, tous potentiellement liés à la même source paternelle. Ces personnes, en discutant entre elles, réalisèrent qu'elles partageaient possiblement un ancêtre commun, un homme qui avait abusé de son pouvoir de la manière la plus intime et destructrice possible, créant une lignée fantôme d'enfants qu'il avait ensuite effacée de l'histoire officielle. L'histoire de Bellevue et des enfants aux cheveux d'or pose des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire de manière si systématique et pendant si longtemps? Comment un homme a-t-il pu violer répétitivement les femmes qu'il possédait, engendrer des enfants par elles, puis vendre ces mêmes enfants comme du bétail quand leur existence est devenue inconfortable? La réponse, aussi troublante soit-elle, réside dans la nature même de l'esclavage comme institution. Armand Duchamp n'était pas un monstre unique. Il était le produit d'un système qui accordait aux propriétaires d'esclaves un pouvoir absolu sur les corps et les vies de ceux qu'ils possédaient. Un système qui considérait les enfants nés de femmes esclaves comme propriété, indépendamment de qui était leur père. Un système qui permettait et même facilitait les pires abus imaginables. Ce qui rend le cas de Bellevue particulièrement horrifiant, c'est son échelle et sa visibilité. Les enfants aux cheveux blonds et aux yeux bleus rendèrent l'abus impossible à ignorer complètement. Et pourtant, même face à une évidence aussi flagrante, le système a protégé le perpétrateur et a puni les victimes. Les mères ont été réduites au silence par la peur. Les enfants ont été dispersés et effacés. Les témoins ont été intimidés ou achetés. Les registres ont été détruits ou falsifiés. Combien de ces enfants ont survécu jusqu'à l'âge adulte? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Combien ont vécu en sachant qui était leur père, portant le fardeau de cette connaissance?
Combien ont transmis cette histoire à leurs propres enfants, créant une mémoire familiale de traumatisme et de perte? Et les mères, ces femmes qui ont porté ces enfants, qui ont vu leurs traits impossibles à nier, qui ont été violées répétitivement et qui ont ensuite vécu le cauchemar ultime de voir leurs enfants vendus et emportés. Comment ont-elles survécu? Quelle force intérieure leur a permis de continuer à vivre, à travailler, à résister d'une manière ou d'une autre? L'histoire de Bellevue n'est pas seulement une histoire d'horreur historique. C'est une fenêtre sur les mécanismes du pouvoir, de l'abus, du silence forcé et de la résistance. C'est un rappel que les pires crimes ne sont pas toujours commis dans l'obscurité totale, mais parfois en pleine vue, protégés par des structures sociales et légales qui rendent la dénonciation impossible et la justice inaccessible. Et c'est une histoire qui n'est pas complètement terminée. Quelque part, il existe peut-être encore des gens qui portent dans leur ADN la trace de ce qui s'est passé à Bellevue. Des descendants qui ne connaissent pas leur histoire complète, qui ne savent pas que leurs ancêtres ont vécu ce cauchemar particulier. Pensez-vous que tout a été révélé? Croyez-vous que cette histoire est vraiment arrivée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires sombres de l'histoire que nous devons nous souvenir. Et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de savoir que l'histoire n'est jamais aussi simple qu'on nous l'enseigne. Certaines vérités restent enfouies pendant des générations, mais elles finissent toujours par émerger, d'une manière ou d'une autre. La Louisiane garde encore beaucoup de secrets. Celui-ci n'est peut-être que la surface d'une réalité encore plus sombre. La question n'est pas de savoir si de telles horreurs se sont produites, mais combien d'autres histoires similaires n'ont jamais été racontées, combien de voix n'ont jamais été entendues, combien de vérités restent enterrées sous le poids du silence et du temps. Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Avez-vous des frissons en pensant que cela pourrait être vrai? N'oubliez jamais, l'histoire la plus terrifiante est celle qui pourrait réellement s'être produite. Et à Bellevue, en Louisiane, entre 1837 et 1842, quelque chose d'extraordinairement sombre s'est certainement déroulé. Les traces existent encore, il suffit de savoir où chercher.